Bonjour à tous. Alors du coup, Juliette, Senior Insights Manager à GWY, et aujourd'hui je vais vous parler des données hybrides et on va essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut les utiliser pour identifier les tendances consommateurs et comme outil stratégique. Juste pour savoir, combien de personnes ici à main levée connaissent GWY? Ah, quand même, ok, il y a quelques personnes. J'en suis ravie, mais du coup, j'ai quand même préparé un petit récap de qui on est, ce qu'on fait. Donc, notre produit, plus proche? Ah oui, merci beaucoup. Donc, du coup, on est surtout connu pour notre GWY Core Data. Donc, c'est un tracker qu'on a, qui est annuel, enfin qu'on répète 4 fois par an, et on interviewe plus de 800 000 personnes par an sur 53 pays. Donc ça représente presque 3 milliards de consommateurs dans le monde. Et du coup, ça nous permet vraiment de comprendre les différents chiffres sur les tendances d'habitude de consommation, les valeurs des consommateurs, ce qui les intéresse, ne les intéresse pas. Ici, vous avez un petit exemple des différents types de données qu'on traque. C'est pas exhaustif. On a aussi différents types de bases de données. Mais du coup, on va au-delà vraiment de la démographie, on essaye de comprendre quelles sont les attitudes, les modes de vie, les intérêts, les habitudes d'achat, drivers, bloqueurs, les consommations sur les réseaux sociaux. Donc, qui utilise quoi, à quelle fréquence, quelles actions sont faites sur différentes plateformes. Et moi, du coup, mon rôle chez GWY, c'est de comprendre les tendances marché et consommateurs pour aider les marques à naviguer un petit peu cet océan de données et pouvoir créer des profils d'audience intéressantes, les comparer entre elles et comprendre vraiment ce qui se passe derrière. Alors du coup, ça, il y a une petite présentation qui a été updated. Donc là, du coup, c'est l'ancienne présentation, mais c'est pas grave, le contenu est là. Donc là, du coup, c'est le type de marques avec lesquelles on va travailler. Donc du coup, vous voyez qu'on c'est assez diverses et variées. Alors du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de 3 choses différentes pour essayer de couvrir un petit peu le sujet des hybrid data et social data. En tout premier, on va essayer de voir ensemble un petit peu social data, quelle place ça a et dans quelle direction est-ce que ça peut aller. Ensuite, j'ai préparé pour vous une petite étude de cas sur les utilisateurs de la marque L'Oréal Paris pour voir un peu comment on peut utiliser des sources de données différentes. Et enfin, en troisième, je vais vous parler des différents projets sur lesquels GWY investit, justement pour aller dans cette direction de la hybrid data et avoir des bases un petit peu combinées. Commençons par The Future of Social Data. Et je pense que la première chose à voir et vraiment à nommer, c'est qu'en 2023, presque tout le monde est sur les réseaux sociaux. On a 97% des personnes qu'on a sondées qui utilisent des réseaux sociaux au moins une fois par mois. D'accord ? Et on pourrait se dire, il y a des différences énormes entre générations. En réalité, j'ai essayé de regarder un petit peu les différences par tranche d'âge. Et on voit que même le groupe plus senior, 55 à 64 qu'on a sondé ici, 95% utilisent les réseaux sociaux au moins dans le mois. Donc, comme tout le monde y est, c'est très officiellement un endroit où on ne peut pas se permettre de ne pas aller explorer pour comprendre les consommateurs. Et aussi, un autre élément par rapport à ça, c'est... excusez-moi, c'est vraiment l'ancienne version, donc je vais essayer de réadapter autour. Du coup, un élément clé à prendre en considération aussi par rapport au fait qu'il y a toutes ces différentes tranches d'âge qui utilisent les réseaux sociaux, c'est le fait que par différents groupes, on va avoir des utilisations des réseaux sociaux qui sont très très variées. Donc on peut le voir ici, forcément, les réseaux tenus par Meta sont numéro 1. Principalement, Facebook et Instagram sont utilisés par les consommateurs, mais on voit qu'en fonction des tranches d'âge, Facebook va plus être utilisé par des groupes un peu plus seniors, Instagram plus jeunes, et on a les réseaux comme TikTok, Snapchat qui sont plus utilisés par les plus jeunes, et on a d'autres réseaux comme Twitter, par exemple, qui sont utilisés un petit peu par tout le monde. Donc du coup, quand on travaille avec la social data, c'est un vrai challenge d'essayer de savoir quelle cible vous avez et quel type de plateforme elle va utiliser pour aller au bon endroit. La bonne nouvelle avec le social data, par contre, c'est qu'on a 38% des consommateurs dans le monde qui sont qui préfèrent échanger leurs données personnelles pour avoir accès à des services gratuitement,
plutôt que payer pour accéder à des services. Et ça, on voit que c'est légèrement plus important pour les consommateurs plus jeunes. Donc en fait, ce que ça indique ici, c'est que dans le futur, potentiellement, on va aller vers une normalisation d'échanger ces données personnelles contre des services gratuits. Donc on va avoir de plus en plus accès à ça. Mais du coup, en revenant sur les challenges, encore une fois, ces accès à ces données, elles vont être de plus en plus fragmentés. Donc là, en fait, sur cette slide, ce que je suis allée regarder, c'est les plateformes où les consommateurs découvrent de nouvelles marques. Et ce qu'on voit ici, c'est les plateformes qui sont leadées par les plus jeunes. Et en fait, ce qu'on voit sans surprise, c'est que les plus jeunes, les 16-24, ont beaucoup plus de chances de découvrir des marques via les réseaux sociaux. Grande surprise. On voit notamment que 19% ont découvert des marques via des influenceurs, des célébrités, comparé à 8% des autres. Vraiment très surprenant, je sais. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'ils ont beaucoup plus de chances de découvrir des marques via le gaming, aussi via des plateformes de streaming de musique et aussi des podcasts. Donc en fait, ce que ça indique ici, c'est qu'aussi le paysage de la social data, ça devient de plus en plus fragmenté. Donc pour aller collecter ces données, il va falloir aller chercher dans de plus en plus d'endroits. Un autre challenge qu'on a, c'est que différents groupes de consommateurs sont pas tous aussi enclins à partager leurs données. Donc on voit notamment que les parents de familles nombreuses sont beaucoup plus frileux à l'idée d'échanger leurs données gratuitement, leurs données contre des services gratuits. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir la montée de certaines plateformes comme Telegram, où les consommateurs peuvent avoir beaucoup plus d'anonymat par rapport à leurs données. Donc on voit en France, début 2021, 9% des Français utilisaient Telegram contre 15% fin 2023. Et en fait, du coup, j'ai créé cette audience d'utilisateurs Telegram sur la plateforme, parce que oui, sur la plateforme, c'est très facile à faire. Et ce qui m'a énormément marqué, c'est de voir sur les différents profils à quel point c'était les groupes les plus jeunes qui allaient utiliser Telegram. Donc les 16-34 ans, majoritairement presque 30%. Donc là, du coup, ce que ça indique, c'est une complexité à venir sur la social data, non seulement parce que le paysage est de plus en plus fragmenté, mais aussi parce que les consommateurs ont de plus en plus de contrôle à choisir les plateformes où ils veulent partager leurs informations et les plateformes où ils ne le veulent pas. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit exemple de comment combiner différentes données avec les utilisateurs de produits L'Oréal. Et là, vous avez à votre gauche les profils d'utilisateurs de produits L'Oréal Paris qu'on a collectés sur la donnée JWI. Donc on voit que 36% des utilisateurs sont des hommes. Et sur la droite, j'ai créé une recherche sur un outil de social listening Infeji pour capter le bruit autour des produits L'Oréal. Bon, quand j'ai juste cherché L'Oréal Paris, il y avait énormément de bruit autour de L'Oréal en tant que multinationale, donc beaucoup de politique, de bruit qui ne m'intéressait pas parce que je voulais capter les utilisateurs de la marque. Donc du coup, pour ça, j'ai fait une recherche avec la mention L'Oréal et tous les posts qui aussi mentionnent des produits de la gamme, des gammes L'Oréal Paris. Donc la première chose qu'on voit très très clairement, c'est que, ok, social data, il faut le capter, mais ce qu'on entend sur les réseaux, c'est pas forcément représentatif de l'audience qu'on va vouloir targeter. Et d'autant plus quand je suis allée chercher de quoi est-ce qu'ils parlaient sur les produits L'Oréal, et bien effectivement, les top hashtags, on voit ils sont très très axés produits. Donc ça ne nous permet pas de comprendre qui est le consommateur derrière et de pouvoir vraiment mettre en place des stratégies pour connecter avec, pour le comprendre. Du coup, sur mes analyses, ce que j'aime faire, c'est commencer par d'abord comprendre de manière quantitative à qui est-ce qu'on a affaire, qui est cette audience. On voit très clairement ici pour L'Oréal, les consommateurs de la marque L'Oréal Paris ont tendance à être assez altruistes. 62% disent être ouverts d'esprit, comparé à la moyenne des consommateurs globaux qui est seulement de 41%. Ils sont aussi plus à même de penser que tout le monde devrait avoir les mêmes droits, ils aiment savoir ce qui se passe dans le monde. Et ça se reflète sur ce qu'ils attendent des marques. Parce qu'on en a 48%, presque la moitié, qui veulent que les marques qu'ils consomment soient socialement responsables. Ce qu'on voit, c'est que c'est pas seulement les autres, c'est aussi eux-mêmes. Ils s'intéressent beaucoup à eux, donc ils sont très confiants, créatifs, ils font attention à leur santé, à comment ils s'habillent, etc. Et ça aussi, 40% des consommateurs de L'Oréal Paris veulent des marques qui les fassent se sentir importants. Très important parce que presque la moitié disent qu'ils ont tendance à être fidèles aux marques qu'ils apprécient. Donc on a envie qu'ils nous apprécient, si jamais on veut les targeter.
Et là, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai utilisé le social listening pour essayer de comprendre derrière les chiffres que je voyais en termes de sujets. Comment est-ce que les consommateurs en parlent, essayer de voir un petit peu ce qu'il y avait derrière ça. Et là, du coup, j'ai fait une recherche autour de Women Empowerment ou Women and Confidence pour voir un petit peu quels étaient les sujets. Et là, ce qui est ressorti très fortement, c'est déjà Women in Business, donc la place de la femme dans l'espace de travail. Très très adéquat pour les utilisateurs des produits L'Oréal Paris. Ils ont tendance à beaucoup plus être intéressés par leur carrière et à se décrire comme ambitieux que la moyenne des consommateurs. Et très intéressant de voir ici le shift de génération. Parce que c'est vraiment tiré par les nouvelles générations, donc on peut s'attendre que ce soit quelque chose qui soit de plus en plus important dans le futur. Un autre élément que j'ai trouvé important, c'est des hashtags qui étaient en croissance. Le hashtag Women Supporting Women, plus 24% en un an. Et le hashtag Sisterhood, donc autour de la sororité, plus 37%. Donc cette idée de femmes qui prennent plus de place dans l'espace de travail, c'est aussi accompagné par une idée autour de la sororité, de la solidarité. Et là, on voit que les toutes dernières campagnes de L'Oréal sont parfaitement en adéquation avec ça, parce qu'ils ont repris le « je le vaux bien »,« I'm worth it », et en fait, ils l'ont rendu beaucoup moins avec des paillettes, on va dire, et beaucoup plus fort, beaucoup plus autour de la campagne Stand Up, Self-Worth First. C'est vraiment contre le harcèlement de rue. Ils ont proposé une formation qui s'adresse à tous, hommes et femmes, pour savoir comment réagir face au harcèlement de rue, pour être tous ensemble contre ça. Don't blame your dress, don't blame your lipstick. C'est vraiment très associé avec ce qu'on observe chez ces consommateurs qui veulent vraiment se démarquer du reste, qui ont confiance en eux. Et le Worth It Resume, il y a les ambassadrices de L'Oréal qui ont créé des profils LinkedIn pour célébrer leurs échecs. Et donc ça, encore une fois, il s'agit vraiment de montrer l'exemple sur comment les femmes peuvent devenir plus performantes, avoir plus confiance en elles dans l'espace de travail. Donc, en combinant les données de social data, mais aussi les données un peu plus quantitatives, on voit comment est-ce qu'on arrive à avoir une réflexion qui est très très concrète et qui reflète très bien qui sont ces consommateurs. Et après, on va un cran plus loin en comprenant comment vraiment faire écho avec leurs valeurs et eux. Pour finir très rapidement, je voudrais juste vous parler des projets sur lesquels JWI travaille, parce que bien sûr, on a cette base de données incroyable, beaucoup de consommateurs, on couvre plus de 6000 marques sur 53 pays. Donc à partir de là, et notre capacité à créer des audiences, on arrive vraiment à créer beaucoup d'insights, faire beaucoup de recommandations stratégiques. Mais on est convaincu que notre donnée prend vraiment de la valeur quand c'est connecté à d'autres types de données. Et donc pour ça, on est en train de créer beaucoup de partenariats autour du mapping. On a des partenariats avec Audience notamment. Et là, aujourd'hui, je voulais vous parler de la fusion et de l'activation parce que c'est des nouvelles solutions. Au niveau de la fusion, en fait, on partage des Respondent Level Data, donc vraiment nos bases de données ligne par répondant. Et on a un partenaire qui est Snowflake. Et en fait, ça nous permet de combiner nos données très brutes avec les autres bases de données auxquelles Snowflake a accès. Et là, du coup, ça donne vraiment aux utilisateurs la possibilité de empower leurs données comme jamais. Et ça leur donne aussi la possibilité d'avoir une complète flexibilité sur comment est-ce qu'ils veulent utiliser la donnée. On voulait aller plus loin que la donnée et les insights. On avait aussi envie de voir comment est-ce qu'en tant que fournisseur d'études de marché, on pouvait être dans l'action. Et donc, on a aussi fait un partenariat avec Dynata pour modéliser nos audiences directement sur la place de marché. Donc là, l'exemple ici, JWI, donc les rois de faire des audiences. On fait une audience, par exemple ici, Beauty Buyers. On a un échantillon de plus de 20 000 personnes répondant. On va voir avec Dynata si l'échantillon il est utilisable, donc s'il est assez robuste pour le modéliser. Et ensuite, Dynata va créer des lookalike pour vraiment mettre à échelle cette audience et après les implémenter directement dans les DSPs. Du coup, aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de choses. Social data, très important, mais dans l'étude de cas, je pense qu'on a vu qu'il y avait une vraie importance à combiner les social data avec des données quantitatives pour être sûr qu'on a toujours une vision qui soit très réflexive des audiences qu'on va chercher à adresser. Et une petite conclusion sur les projets sur lesquels JWI travaille, fusion, mapping, etc. Merci beaucoup.
Bravo, c'était inspirant. Merci Juliette. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, merci. Du coup, je voulais savoir en fait comment vous faites pour filtrer des activités non authentiques qui peuvent être occasionnées par des bots, par exemple, aujourd'hui de plus en plus important. Donc, pour savoir en fait quelle partie c'est vraiment d'une activité humaine ou une activité causée par. Voilà. C'est pas le mien. Sur le social listening ou sur la partie quantitative, sur nos données à nous? Sur le social listening plutôt. Oui. Aujourd'hui, c'est plutôt sur le social listening, donc j'imagine que votre base de données est plutôt qualitative. Oui. Sur le social listening, aujourd'hui, on ne sait pas en fait de plus en plus si ce contenu a été créé comment. Ouais, c'est une très bonne question. Alors nous, notre cœur de métier, c'est vraiment le quanti, donc on a nos propres panels, donc du coup ça permet d'avoir des données très propres. Personnellement, j'en suis bien contente. Mais effectivement, quand on va travailler avec le social listening pour venir nourrir cette donnée, c'est un challenge. Et en fait, je crois qu'un élément clé, c'est de s'appuyer sur nos données quantitatives pour savoir vraiment quels sont les éléments qu'on recherche et filtrer au maximum. Je pense que tout ce qui est rapport au social data, il y a tout et il n'y a rien. La question, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait la requête, quelles questions on pose pour avoir quelle réponse. Et du coup, c'est vraiment tester, faire des requêtes, jusqu'à ce qu'on ait une réponse qui soit satisfaisante. Et comparer ça avec nos données quantitatives, ça permet aussi de savoir si ce qu'on observe, c'est logique ou s'il y a quelque chose qui semble un peu biaisé sur les équilibres. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour. Bonjour. Quand il s'agit, ma question, c'est quand il s'agit d'un sujet inconnu, que vous n'avez pas nécessairement les données historiques, quelle est votre méthodologie pour rechercher ce sujet? Très bonne question. Alors moi, je travaille sur les insights, donc vraiment essayer d'extraire des choses à partir de la donnée. Je pense qu'une chose qui est clé, c'est comprendre les piliers sur les tendances consommateurs. Avoir en tête, quelqu'un achète un produit ou prend une décision, pour quelle raison? Qu'est-ce qui va faire que la personne va aller à gauche ou à droite? À partir du moment où on a un petit peu cet écosystème en tête, ensuite c'est très exploratoire. Donc si jamais j'ai un sujet qui est très très large, je vais beaucoup m'intéresser, regarder sur les données ce qui monte, ce qui descend, ce qui reste plat, ce qui est en haut, ce qui est en bas. Comme ça permet de détecter les early signals, ça permet de voir un petit peu ces différentes choses. Et ouais, je commence vraiment par ça, par l'exploratoire, et ensuite des thèmes émergent, et ça permet de choisir et de se rendre compte des points importants qui vont être clés. Est-ce qu'il y a une autre question? Justement, vous parlez de early signals, de weak signals, on entend parler régulièrement de signaux faibles. Comment vous différenciez aujourd'hui des signaux faibles d'une tendance plus lourde qui s'inscrit davantage dans le temps, et quels sont les indicateurs que vous regardez pour évaluer la profondeur d'une tendance? C'est une très bonne question. Alors déjà, on a des outils en interne qui nous permettent d'identifier dans la donnée directement quand il y a des choses qui montent et qui descendent, donc ça c'est pratique. Mais le problème avec ça, c'est que des fois c'est un peu bête, donc ça met pas vraiment de contexte autour des choses. Pour moi, un bon early signal, c'est celui qui a un contexte autour. Donc par exemple, la croissance de Telegram qu'on a vue avant, ça aurait pu être quelque chose qui monte, qui descend. On avait vu BeReal qui avait commencé à prendre beaucoup d'ampleur. Là, c'est un peu plus plateau. Là, c'est parce qu'il y a un contexte autour de un tel gap sur les générations de qui l'utilise en plus de la croissance. Donc ça, on peut imaginer que ça va plus s'inscrire dans le temps. Et aussi, du coup, on voit qu'il y a d'autres indicateurs autour des partages de données qui montrent une validité de la plateforme qui est un petit peu plus sérieuse et qui promet de s'inscrire un peu plus dans le temps. Donc ouais, je dirais, c'est regarder qui est derrière cette évolution et comprendre, j'essaye toujours de voir un petit peu le contexte autour pour jauger du sérieux du signal. Je crois qu'il y avait une autre question. Ouais. Bonjour. Dans l'exemple de L'Oréal, vous expliquez l'importance
d'identifier et de coller à des audiences différentes. Est-ce que vous avez une estimation de l'impact de l'UGC sur les marques, enfin pour les marques, afin de coller et d'activer ces différentes audiences pour augmenter leur authenticité? Alors vous allez devoir définir UGC pour moi, je suis très nulle avec les sigles. Pardon, le User Generated Content, donc le contenu publié par l'audience de L'Oréal sur des crèmes, sur des campagnes, afin de le réutiliser. On a certaines données qui nous permettent de voir en fonction des audiences si les personnes sont plus ou moins influencées par ce type de contenu. Donc ça nous permet de faire des recommandations envers les marques sur où investir. Pour certains types de produits et sur certains types de consommateurs, ils vont être très peu enclins à écouter les autres, mais plus des experts. Pour d'autres, ça va plus être les compagnies. Donc là, ça dépend vraiment si on parle de L'Oréal, si on parle d'un constructeur de voitures. C'est un constructeur de voitures. Le bruit généré en ligne, ça fait de la visibilité, mais c'est pas ça qui va faire que la personne va prendre une décision. Ouais, donc ça change énormément, non seulement en fonction des audiences, des générations, mais aussi des audiences, des marchés énormément, mais aussi en fonction des produits surtout. Merci. Merci Juliette Merci beaucoup. pour ta contribution aujourd'hui. Merci.